Il y a eu une nuit à Miami où l'athlète le plus reconnaissable de la planète s'est retrouvé à une vingtaine de minutes d'être éliminé de sa propre Coupe du Monde par une nation dont la plupart des amateurs américains de sport, les plus occasionnels, n'avaient jamais entendu parler avant cet été. Personne dans une loge de la FIFA ne voulait le dire à voix haute, mais tout le monde dans ce stade y pensait. Si Lionel Messi rentrait chez lui dès la ronde des 32, le plus grand événement sportif jamais organisé sur le sol américain perdait son personnage principal du jour au lendemain. Pendant près de 2 heures, au Hard Rock Stadium, ce cauchemar précis n'a tenu qu'à un seul rebond du ballon. Voici l'histoire de la façon dont l'Argentine, championne du monde en titre, est entrée dans un match à élimination directe contre le Cap-Vert, en s'attendant à une soirée de routine, avant d'en ressortir après avoir survécu à l'alerte la plus sérieuse de toute la carrière internationale de Messi. C'est aussi l'histoire d'une Coupe du Monde disputée sous un niveau de tension politique que presque personne n'avait anticipé lorsque les États-Unis, le Mexique et le Canada ont obtenu l'organisation du tournoi il y a plusieurs années. Car pendant que tout ce drame se déroulait sur le terrain, un combat beaucoup plus vaste montait en puissance en dehors, impliquant le président Trump, la direction de la FIFA et une vague d'inquiétude parmi les supporters venus de l'étranger, une inquiétude qui n'a absolument rien à voir avec le football. Commençons par le match lui-même, parce que ce qui s'est passé sur cette pelouse mérite d'être raconté correctement. Le Cap-Vert est un pays d'environ un demi-million d'habitants répartis sur 10 petites îles au large de la côte ouest africaine. Avant ce tournoi, la plupart des Américains auraient été incapables de le situer sur une carte, encore moins de citer un seul joueur de son effectif. C'était la toute première participation de ce pays à une Coupe du Monde et, selon n'importe quel critère raisonnable, il avait déjà dépassé toutes les attentes rien qu'en sortant de la phase de groupe. Le Cap-Vert avait partagé son groupe avec l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie saoudite, et au lieu d'être le dernier annoncé, le faire-valoir évident du groupe, l'équipe était restée invaincue en 3 matchs, tenant à la fois l'Espagne et l'Uruguay en échec avant de se qualifier comme une véritable révélation. De l'autre côté du tableau se dressait l'Argentine, championne du monde, en titre, numéro 1 mondial, menée par un capitaine qui dispute presque certainement sa dernière Coupe du Monde. Sur le papier, cette affiche n'avait aucune raison d'être compétitive. L'écart au classement, en ressources, en pédigré dans la compétition et dans pratiquement toutes les catégories mesurables, plaçait l'Argentine dans un autre univers que son adversaire. Les marchés des paris traitaient cette rencontre presque comme une formalité. Ce devait être le match où les champions passeraient tranquillement, ménageraient quelques organismes et se tourneraient vers les choses plus sérieuses du tournoi. Pendant environ une demi-heure, le scénario a tenu exactement comme prévu. À la 29e minute, Messi a reçu une passe juste à l'entrée de la surface, a amorti le ballon d'une touche de l'extérieur du pied gauche pour le figer, puis l'a glissé devant le gardien avant même que la majeure partie du stade ait eu le temps de comprendre ce qui se passait. C'était son 20e but en Coupe du Monde, un record dans la compétition qu'aucun autre joueur de l'histoire du tournoi n'a approché. Qui 1-0, exactement ce que tout le monde attendait. Les géants agissaient chez nous comme des géants et l'histoire semblait prête à s'écrire toute seule. Le Cap-Vert avait d'autres plans. Peu avant l'heure de jeu, l'attaquant Deroy, Duarte, a décoché une frappe dans le petit filet opposé, et le Hard Rock Stadium s'est tu de cette manière très particulière dont une foule se tait quand il se passe quelque chose que personne ne pensait autorisé à se produire. Un partout. Soudain, la pression avait changé de camp. Ce n'étaient plus les outsiders qui tremblaient, c'étaient les champions. Le temps réglementaire s'est achevé sur ce score de parité et le match a basculé en prolongation avec la plus grande star du tournoi et l'équipe surprise la plus aimée de la compétition enfermée dans une égalité parfaite. L'Argentine a cru régler l'affaire au début de la prolongation. À la 93e minute, Lautaro Martinez a envoyé une frappe haute au fond des filets après un corner confus, 2-1. C'était sûrement le moment où le conte de fées touchait à sa fin. Les champions se sont relâchés, l'ordre semblait rétabli. Puis est arrivée la 103e minute. Sidney Lopes Cabral, côté cap-verdien, a pris le ballon sur la gauche et rentré vers l'intérieur sur son meilleur pied, et a enroulé une frappe dans le coin opposé avec une pureté et une précision telles qu'elles pourraient rester comme le plus grand but
de la courte histoire de son pays en Coupe du Monde. 2 partout, de nouveau à égalité, pour la deuxième fois de la soirée, contre la meilleure équipe de la planète. Prenez un instant pour mesurer réellement ce que cela signifiait. Une nation moins peuplée que la plupart des villes américaines de taille moyenne tenait tête aux champions du monde en titre au cœur de la prolongation pour sa toute première apparition dans un mondial. 17 minutes séparaient de l'Argentine d'une séance de tir au but qui aurait porté en elle une possibilité très concrète, la plus grande surprise de l'histoire du tournoi. Le football, sport impitoyable s'il en est, n'a pas laissé l'histoire se terminer ainsi. À la 111e minute, Messi a envoyé un coup de pied arrêté dans la surface. Christian Romero s'est élevé pour le reprendre, et le ballon a été dévié par un défenseur capverdien sur sa trajectoire, filant devant son propre gardien. But contre son camp. 3-2. Après 2 retours au score, après avoir jeté leur corps devant la meilleure équipe de la planète pendant bien plus de 100 minutes, le but qui a finalement battu le Cap-Vert a été marqué par le Cap-Vert lui-même. Il existe difficilement une manière plus cruelle de voir s'arrêter une aventure pareille, et pourtant ils ont continué à venir. Même avec ce but contre son camp au tableau d'affichage, même avec des jambes visiblement épuisées par l'humidité de Miami, le Cap-Vert a continué à pousser des joueurs vers l'avant, à obtenir corner sur corner, jusqu'à obliger le gardien argentin lui-même, Emiliano Martinez, à se jeter dans les pieds d'un attaquant pour préserver l'avantage. Dans les dernières secondes, un ballon perdu est retombé dans les 6 mètres, le but grand ouvert, et le drapeau du hors-jeu s'est levé pour la marge la plus infime possible. Quand le coup de sifflet final a enfin retenti, les joueurs argentins s'effondraient sur la pelouse avec des crampes, vidés physiquement par une équipe qu'ils étaient censés écarter sans grande résistance. Il serait facile, et ce serait aussi paresseux, de ranger cette histoire dans la catégorie du petit poussé courageux avant de passer à autre chose. Les chiffres confirment pourtant à quel point ce résultat était absurde. Les expected goals du match tournaient autour de 2,1 pour l'Argentine et de moins d'un demi-but pour le Cap-Vert, un écart qui indique normalement une victoire confortable et sans incident de l'équipe la plus forte. Le Cap-Vert a survécu à cet écart grâce à un gardien nommé Vozinha, un joueur libre de tout contrat dans la quarantaine, auteur d'environ 8 arrêts, dont plusieurs de ceux qui ne devraient tout simplement pas rester dehors, y compris une parade sur un coup franc de Messi qui semblait promis au filet. L'Argentine, au bout du compte, a mérité sa victoire. Elle a contrôlé le ballon pendant de longues séquences, créé les meilleures occasions, et les champions trouvent non généralement un chemin même dans leurs soirées les plus laides. Mais elle est passée à une vingtaine de minutes et à une frappe enroulée du résultat le plus catastrophique que la Coupe du Monde aurait connu à l'ère moderne. Et ce seul fait explique précisément pourquoi ce match dépassait largement les 2 équipes concernées. Voici maintenant la partie de l'histoire qui est rarement racontée en même temps que le football, mais qui devrait probablement l'être. Cette Coupe du Monde est la première organisée conjointement par les États-Unis, le Mexique et le Canada, et pour la FIFA, la conquête du marché américain représente depuis plusieurs années une priorité à plusieurs milliards de dollars. Messi n'est pas simplement un grand joueur de ce tournoi. Pour une immense part du public américain occasionnel, il est l'argument de vente à lui seul. Il joue en club juste à côté, à Miami. Son visage apparaît sur davantage de supports marketing dans ces 11 villes hautes que celui de n'importe quel autre athlète vivant, et la demande de billets, les audiences télévisées ainsi que les ventes de produits dérivés ont toutes été construites discrètement mais très délibérément sur l'hypothèse qu'il resterait en vie jusqu'aux profondeurs du tableau. Pendant environ 20 minutes dans ce stade, toute cette machine commerciale a tremblé. Mais le tournoi que la FIFA voulait réellement vendre à l'Amérique s'est heurté de plein fouet à une tempête politique qui n'a rien à voir avec les buts ou les classements. Bien avant le match d'ouverture, des organisations de défense des droits des immigrés et des groupes de défense des libertés civiles avertissaient déjà les supporters, en particulier les visiteurs internationaux, des risques liés au fait d'assister à des matchs
Sur le sol américain, sous les politiques actuelles de contrôle migratoire de l'administration, plus de 120 organisations de plaidoyer ont publié plus tôt cette année une alerte de voyage commune, mettant en garde les millions de visiteurs attendus contre ce qu'elles décrivaient comme un risque sérieux de violation des droits. Human Rights Watch a publié son propre avertissement détaillé juste avant le coup d'envoi du tournoi, en s'appuyant sur des données de contrôle montrant bien plus de 160 000 arrestations menées par les autorités migratoires dans les zones municipales des 11 villes hôtes au cours de l'année environ précédant la Coupe du Monde. La tension a atteint un point tel que la propre direction de la FIFA aurait envisagé de demander directement au président Trump ce qui revenait à une trêve temporaire, une demande de suspension des opérations de contrôle migratoire dans et autour des sites de la Coupe du Monde pendant toute la durée du tournoi. Cette demande plaçait le président de la FIFA, Gianni Infantino, dans une position inhabituellement délicate, compte tenu de la proximité très publique de sa relation avec Trump. Quelques mois seulement avant le début du tournoi, Infantino avait remis à Trump le tout nouveau prix de la paix de la FIFA, une distinction que Trump aurait décrite comme l'un des grands honneurs de sa vie. Les informations publiées à la même période laissaient entendre que de hauts responsables de la FIFA étaient discrètement frustrés à l'idée que les images de raids migratoires près des stades puissent entrer en collision avec l'image festive que la FIFA tentait de vendre à un public mondial, et qu'une demande publique de retenue puisse même être présentée comme une victoire pour l'administration plutôt que comme une critique à son égard. La position du département de la sécurité intérieure a toujours été que l'application des lois migratoires restait une partie du dispositif de sécurité plus large du tournoi. Des responsables ont confirmé lors de témoignages devant le Congrès plus tôt cette année que des agents seraient dits présents dans et autour des sites sans jamais clarifier totalement à quoi ressemblerait leur rôle sur le terrain. Lors d'auditions au Sénat consacrées à la sécurité de la Coupe du Monde, des élus, dont le sénateur Chris Van Hollen, ont exprimé officiellement leurs inquiétudes. La rhétorique de l'administration et sa posture en matière de contrôle migratoire pourraient réellement décourager les supporters internationaux de se rendre aux États-Unis, sapant ainsi précisément les retombées économiques que le tournoi était censé générer. Plusieurs organisations de supporters situées hors des États-Unis, dont au moins un important groupe anglais, ont déclaré publiquement qu'elles adopteraient un profil plus discret lors des matchs disputés dans le pays, précisément en raison de ces préoccupations, et ont averti leurs propres membres des risques pratiques liés à une présence sur place. Des rapports issus d'événements précédents organisés sur le sol américain, notamment la compétition de clubs liée de l'an dernier, avaient déjà fait état de plaintes concernant la présence visible d'agents fédéraux aux abords ou à l'entrée des stades, un point que l'administration a constamment minimisé ou nié lorsqu'il était présenté comme une application ciblée de la loi. Rien de tout cela ne change ce qui s'est passé sur le terrain à Miami, mais cela explique pourquoi la survie de Messi dans la ronde des 32 pesait bien davantage que le résultat lui-même. Une première Coupe du Monde organisée en partie aux États-Unis allait toujours être jugée, à tort ou à raison, sur deux tableaux à la fois, ce qui se passe pendant les 90 minutes et l'histoire que le tournoi dans son ensemble raconte sur le pays qui l'accueille. Pendant 20 minutes de prolongation, ces deux tableaux ont failli se percuter de la pire manière possible pour la FIFA et pour une Maison-Blanche qui a publiquement présenté le tournoi comme un moment emblématique de son second mandat. De retour au terrain, les réactions ont presque paru douces sans comparaison. Le sélectionneur du Cap-Vert, largement connu sous son surnom de Bubista, n'a eu besoin que de quelques mots pour résumer ce que son équipe venait d'accomplir. « Nous avons montré notre identité », a-t-il dit. Difficile de le contredire. Un pays d'environ 1 demi-million d'habitants venait de pousser le champion du monde en titre jusqu'au bord même de la plus grande surprise de l'histoire du tournoi, et il l'avait fait quasiment sans avantage financier ni infrastructurel, presque entièrement porté par la discipline, le cœur et un gardien jouant le match de sa vie. L'Argentine, de son côté, poursuit sa route et affrontera l'Égypte à Atlanta lors d'un match prévu le mardi 7 juillet. Ce sera un adversaire très différent et une atmosphère très différente, mais après ce qui vient de se passer à Miami, personne dans ce camp ne devrait encore considérer le moindre adversaire restant comme une formalité.
La marge entre un champion sortant et un qualifié pour la première fois a rarement semblé aussi mince, et pour un tournoi qui s'appuie si lourdement sur une superstar vieillissante afin de se vendre à un tout nouveau marché, cette marge infime a représenté ce que cette Coupe du Monde a connu de plus proche du désastre jusqu'ici. Il faut aussi ajouter ici un contexte footballistique plus large, parce que le parcours du Cap-Vert n'est pas né dans le vide. Sa campagne de qualification pour cette Coupe du Monde était déjà décrite dans les cercles du football africain comme l'une des grandes histoires de petits poussés de ce cycle qualificatif, une petite nation insulaire avec un championnat national à peine visible sur le radar international, qui est tout de même parvenu à terminer en tête d'un groupe comprenant des fédérations beaucoup plus grandes et beaucoup plus riches. Une grande partie de ce succès est attribuée à un noyau de joueurs ayant grandi dans la diaspora capverdienne, au Portugal, en France et aux Pays-Bas, dont beaucoup ont choisi de représenter la terre de leur famille plutôt que les pays où ils sont nés et ont été formés. Cette filière diasporique, construite discrètement pendant environ une décennie, est désormais citée par les analystes comme un véritable modèle de la manière dont de petites nations de football peuvent rivaliser sur la scène mondiale sans disposer des budgets des puissances traditionnelles. Vozinha lui-même est devenu en une nuit une sorte de héros populaire. Les informations venues du camp cap-verdien décrivent un gardien qui a passé de longues périodes de sa carrière loin des projecteurs, évoluant dans des divisions européennes inférieures avant ce tournoi, et qui aurait refusé des offres plus lucratives plus tôt dans sa carrière précisément pour rester disponible pour la sélection nationale. Sa prestation contre l'Argentine, environ 8 arrêts selon la plupart des décomptes, certains à bout portant, a déjà alimenté des spéculations dans les milieux européens du mercato. Des clubs qui l'avaient auparavant ignoré pourraient maintenant se précipiter pour le signer avant la fermeture de la fenêtre des transferts, plus tard cet été. Que cela se concrétise ou non reste, pour l'instant, de la spéculation plutôt qu'un fait confirmé. Mais le simple fait que ces discussions existent dit quelque chose de l'ampleur avec laquelle un seul match a changé la conversation autour du football cap-verdien. Côté argentin, il y a eu une reconnaissance discrète, en interne, du fait que la prestation était loin du meilleur niveau de l'équipe. Les informations venues de la base d'entraînement dans les jours suivant le match suggèrent que le staff a utilisé cette qualification arrachée comme un signal d'alarme plutôt que comme un motif de célébration, rappelant aux joueurs qu'aucun adversaire encore présent dans le tableau, quel que soit son classement, ne devait être traité comme une formalité. Ce message pèse d'autant plus lourd que la prolongation a laissé des traces physiques sur un groupe qui gérait déjà la fatigue accumulée d'une longue saison de club, suivie d'une phase de groupe éprouvante. Plusieurs médias couvrant le camp argentin ont relevé une inquiétude visible concernant la fatigue musculaire et les problèmes de crampes avant le match contre l'Égypte, des inquiétudes accentuées par l'humidité de Miami lors de la rencontre face au Cap-Vert. La réaction de Messi lui-même après le match aurait été mesurée plutôt que triomphante, signe selon des sources proches de l'équipe qu'il savait le résultat plus flatteur que la prestation. À 38 ans et presque certainement engagé dans sa dernière Coupe du Monde, chaque match à ce stade porte une couche supplémentaire de finalité. Les récits venus de la zone mixte après la rencontre l'ont décrit comme visiblement soulagé plutôt qu'exultant, conscient de la proximité exacte avec laquelle son tournoi avait failli s'arrêter dans la ronde des 32, et non plus loin dans le tableau, là où le récit de son héritage était toujours censé se poursuivre. En revenant au décor politique, la situation a continué d'évoluer même dans les jours qui ont immédiatement entouré ce match. Plusieurs médias ont rapporté que les discussions entre responsables de la FIFA et représentants de l'administration au sujet de la posture des forces de contrôle autour des stades se sont poursuivies de manière continue tout au long du tournoi, sans qu'aucune annonce publique formelle de trêve ou de moratoire ne voie jamais le jour. Les responsables de la sécurité intérieure ont répété que les priorités de contrôle restaient inchangées pendant toute la durée du tournoi, tout en affirmant que toute action menée viserait ce qu'ils décrivent comme des préoccupations de sécurité publique plutôt que des rafles migratoires généralisées. Les organisations de défense des libertés civiles ont vivement contesté cette présentation, estimant que la simple présence visible d'agents de contrôle près de foules internationales
a déjà produit un effet dissuasif sur les habitudes de présence de certaines bases de supporters étrangers, en particulier celles venues de pays où la confiance dans les procédures migratoires américaines s'est fortement érodée au cours de l'année écoulée. Les données de revente des billets et les chiffres d'affluence publiés par plusieurs offices du tourisme des villes hôtes dans les semaines précédant les tours à élimination directe ont montré un tableau contrasté. Certains marchés ont signalé des nombres de visiteurs internationaux inférieurs aux projections initiales, tandis que la fréquentation domestique, venue de l'intérieur des États-Unis, a dans de nombreux cas dépassé les attentes. Les analystes qui suivent l'impact économique du tournoi ont suggéré que cette divergence, un fort intérêt intérieur associé à des chiffres de voyages internationaux plus faibles, pourrait finir par devenir l'un des récits durables de ce cycle mondialiste, peu importe l'équipe qui soulèvera finalement le trophée. Pour un tournoi que la FIFA a passé des années à présenter comme le véhicule destiné à conquérir une fois pour toutes le marché sportif américain, un manque à gagner dans les dépenses des visiteurs internationaux, celles qui définissent généralement l'héritage économique d'une Coupe du Monde, représenterait un résultat dont personne au département marketing de la FIFA ne voulait parler publiquement. Rien de tout cela ne diminue ce que le Cap-Vert a accompli sur le terrain. Au contraire, cela augmente l'importance de ce qu'un long parcours d'une petite nation dans les tours à élimination directe aurait pu représenter pour un tournoi à la recherche de récits positifs, capables de compenser le bruit politique qui l'entoure. Si le Cap-Vert avait réellement achevé l'exploit en mettant fin à la Coupe du monde de Messi dans la ronde des 32 sur le sol américain, l'instant serait immédiatement devenu l'une des séquences les plus rejouées de l'histoire du tournoi, symbole de l'imprévisibilité intacte du football ou, selon la personne qui racontait l'histoire, d'un plan marketing parti catastrophiquement de travers au pire moment possible pour le principal partenaire commercial du pays hôte. À la place, la poule aux œufs d'or survit, du moins pour l'instant. L'Argentine poursuit sa route vers Atlanta pour affronter l'Égypte, une sélection qui porte elle aussi une histoire d'outsider convaincante dans ce tournoi, après être sortie d'un groupe dont beaucoup l'imaginaient éliminé très tôt. Si l'Argentine passe l'obstacle égyptien, la route ne fera que se durcir, avec plusieurs puissances traditionnelles toujours en vie plus loin dans le tableau, et chaque match restant désormais chargé du poids psychologique supplémentaire de savoir à quel point le désastre était proche dans la ronde des 32. Pour le Cap-Vert, l'élimination n'efface pas ce que l'équipe a construit. Une nation d'un demi-million d'habitants quitte cette Coupe du Monde après avoir égalisé 2 fois dans la même soirée contre le champion du monde en titre, après avoir inscrit ce qui restera peut-être comme le plus grand but de son histoire footballistique, et après avoir transformé un gardien inconnu en un nom reconnu du jour au lendemain, bien au-delà de ses propres îles. Quoi qu'il arrive dans la suite de ce tournoi, cet héritage est déjà assuré.